Merci d'avoir choisi votre petit écran, votre télévision pour regarder cette émission hebdomadaire Constieka All Week News, qui est un magazine politique qui nous permettra comme ça de connaître, de voir un tout petit peu comment nos pays africains évoluent. Dans le très bon sens, parce que nos leaders, nos politiques, nos chefs d'État bougent et bougent énormément. Et les gouvernements travaillent à l'arrache, il faudrait le savoir. Depuis Abidjan, capitale du pays locomotive des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, nous enregistrons cette émission pour vous présenter comme ça les prouesses de nos différents pays. Et c'est depuis les bords de la lagune Ébriée qui arrose un pan de la ville d'Abidjan avec ce super pont. Un pont magnifique que vient de réaliser le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ce fameux pont qui a changé complètement l'esprit d'Abidjan, l'esprit de la ville d'Abidjan, relie le quartier résidentiel de Cocody au quartier administratif du Plateau, où siège d'ailleurs la présidence de la République de Côte d'Ivoire. On parlera de cette présidence et des activités, qui sont d'ailleurs des activités au quotidien, contrairement à ce que les Ivoiriens s'imaginent. À travers cette émission qui nous permettra d'aller faire un tour du côté du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire où nous sommes d'ailleurs, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, enfin, un petit parcours comme ça pour vous montrer aussi comment travaillent nos chefs d'État, comment travaillent nos dirigeants des grandes institutions, bref, comment travaillent nos politiques. Merci de rester des nôtres. Nous commençons tout de suite par la Côte d'Ivoire et sa capitale économique, Abidjan. Abidjan qui a abrité le Forum régional de la sécurité sociale Africa 2023. Un forum qui regroupe la quasi-totalité des institutions, des organismes de sécurité sociale. Et nous avons été agréablement surpris et heureux d'ailleurs de voir que la Côte d'Ivoire a été primée à ce forum avec la présence de son directeur général, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Et le Cameroun, ce pays jumeau, ce pays frère à la Côte d'Ivoire, s'en est sorti avec une quatrième reconnaissance officielle du label ISS, qui est un label très important pour les organismes de sécurité sociale. On en saura un peu plus dans ce reportage qui a été dirigé par Ousmane Coulibaly et votre humble serviteur, tous présents au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. C'est Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, que s'est tenu du 17 au 19 mai 2023 le Forum régional de la sécurité sociale qui a regroupé toutes les caisses de prévoyance sociale africaines, à savoir lusophones, francophones et anglophones. Et le Cameroun a été dignement représenté par M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, directeur général de la CNPS Cameroun, qui a d'ailleurs reçu pour la circonstance un prix. Ce prix AISSS, entendez International Social Security Association, est un label qui gratifie les meilleures innovations et la CNPS Cameroun a eu par le passé le mérite d'être gratifiée du prix de la qualité de service, la bonne gouvernance, le recouvrement des cotisations. Et pour cette édition 2023, la fraude et l'évasion fiscale, qui elle seule a 103 règles à implémenter. Et c'est avec brio que la CNPS Cameroun, que dirige M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, a reçu cette quatrième reconnaissance, labellisant tout le mérite de la CNPS Cameroun, reconnu mondialement. Et tout ceci attribué par des experts indépendants pour une durée de 3 ans. Nous venons de recevoir effectivement le label de reconnaissance AISS sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui est une ligne directrice assez rigoureuse et qui nous met à un niveau, au niveau le plus élevé en la matière dans le monde, parce que l'AISS regroupe l'ensemble des institutions de sécurité sociale du monde entier. Il est à noter que la CNPS Cameroun a été le premier organisme à avoir le mérite sur la qualité de service en 2017, renouvelé en 2021. Nous avons l'honneur d'être d'abord la caisse qui a reçu le premier label de reconnaissance en la matière. C'était sur la qualité de service en 2017. Et aujourd'hui, nous avons 4 label sur la qualité de service, sur la bonne gouvernance, sur le recouvrement des cotisations sociales et aujourd'hui sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. En 2017
à 2023, nous avons eu 4 labels et ceci nous place au tout premier rang des caisses de sécurité sociale en Afrique à avoir autant de labels de reconnaissance. D'autres pays tels le Maroc, la Zambie ont aussi reçu des distinctions, ainsi que la Côte d'Ivoire par le biais de son directeur général qui a reçu le prix de la bonne gouvernance. Monsieur Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, très heureux de son prix, tient à rassurer ses assurés camerounais et aussi expliquer qu'est-ce que c'est le forum régional. Le forum régional, c'est quelque chose de très important pour nous parce que cela nous permet à la fois de faire valoir ce que nous faisons dans nos pays respectifs, mais aussi de s'inspirer de ce que les autres font dans le partage. Et à la matière, nous avons l'honneur de pouvoir partager le plus et de recevoir de nos collègues, de nos homologues, la reconnaissance qu'il faut. Nous avons déjà reçu beaucoup de demandes d'imprégnation de la part de nos homologues qui veulent venir voir concrètement comment ça se passe chez nous et nous répondons très favorablement. Donc c'est un acte d'échange, de partage et nous avons beaucoup de fierté à partager et à avoir la reconnaissance du milieu international de sécurité sociale. La CNPS Cameroun devient le seul organisme de sécurité sociale africain à date détenteur de ces 4 distinctions mondiales AISSS qui couronnent le travail acharné de la team managériale de la CNPS Cameroun sous la direction de M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame qui tient à rassurer ici les assurés camerounais. Oui, ils peuvent nous faire confiance. Vous savez, en sécurité sociale, c'est essentiellement la confiance. Ils doivent avoir confiance en nous. Tout ce que nous faisons, c'est pour eux, c'est eux nos patrons. Donc nous faisons tout pour qu'ils aient la meilleure qualité de service possible, que nous puissions avoir le meilleur fonctionnement possible. Tout cela pour qu'ils aient les meilleurs services, le meilleur accueil. Et qu'ils gardent confiance surtout, qu'ils gardent confiance en la CNPS. Nous continuons d'aller de l'avant pour leur bénéfice. La CNPS Cameroun ne souhaite pas s'arrêter là. Elle veut rajouter à ce palmarès élogieux et unique à date les distinctions dans le domaine de la communication, du système d'information qui, lui, repose sur le paiement immédiat des droits aux assurés sociaux de la CNPS, des droits des retraités et autres. Et grâce à ces data centers de dernière génération, la CNPS Cameroun est le seul organisme de caisse nationale de sécurité sociale à date avec cette performance. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, était très fier de recevoir comme ça son 4e prix ISS. C'est très important. Il est d'ailleurs l'un des rares, pour ne pas dire le seul organisme africain à l'avoir. Ça montre les prouesses de son système managérial. Bravo à ce directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui n'a pas attendu. Vite, ses bagages faits, il a pris le vol pour arriver au Cameroun en pleine nuit, puisque le Cameroun, le 20 mai, fêtait la 51e édition de la fête nationale. Et il tenait à y assister. Notre équipe de reportage sous la conduite de Raoul Sonkwe nous fait un reportage sur cette fête nationale qui s'est tenue au Cameroun sous la haute présidence du chef de l'État. Cette 51e édition de la fête nationale du Cameroun qui a été fêtée avec faste quand on voit par exemple le cortège présidentiel entouré des motards et de la cavalerie de l'armée camerounaise, on se dit simplement les Camerounais ont fêté comme il se doit cette fête nationale avec tous les partis politiques confondus, toutes les institutions, tout le monde était réuni comme pour dire c'est la fête. Oublions ce qui nous divise et plutôt mettons en exergue ce qui nous rassemble. Reportage Raoul Sonkwe pour CNN.
La célébration du 51e anniversaire de l'unité du Cameroun s'est déroulée avec face sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, après l'arrivée magistrale du président de la République, son Excellence Paul Biya et la Première Dame, à la place du boulevard du 20 mai, la parade du défilé a été marquée par le passage d'un détachement de la fanfare de l'armée égyptienne sous l'appréciation du président de la République, son épouse, Madame Chantal Biya, les membres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Une présence égyptienne qui traduit davantage l'ouverture, la diversification des partenariats établis entre le Cameroun et les autres pays frères et amis. Elle traduit également la force et la puissance de la diplomatie camerounaise. Pour marquer cette 51e édition, les forces de défense et de sécurité ont quant à elles déployé leurs différentes unités pour une parade en mode démonstration des moyens et des capacités de défense du territoire national. De la garde présidentielle à l'armée de l'air, l'armée de terre, dont la gendarmerie nationale, le bataillon d'intervention rapide, la police nationale, la marine nationale, l'administration pénitentiaire, en passant par les sapeurs-pompiers et les autres unités spécialisées, tous ont offert au président de la République et ses invités une prestation de haute facture. S'en est suivi ensuite la grande parade du défilé civil, réunissant pas moins de 4500 participants. Les élèves des différents ordres d'enseignement, les écoles de formation professionnelle, les étudiants des universités d'État et des instituts privés de l'enseignement supérieur, les militants des partis politiques, représentés au Parlement, ceux du parti au pouvoir comme ceux de l'opposition. Tous ont donné de la voix et du rythme pour magnifier l'unité du Cameroun. La même ambiance s'est faite ressentir dans la ville de Douala, capitale économique du pays, chef-lieu de la région du littoral, où la pluie n'a pas empêché les citoyens camerounais de célébrer le 51e anniversaire de l'unité du Cameroun. Du défilé militaire qui a mis en avant le savoir-faire et le dispositif sécuritaire de l'armée camerounaise au défilé civil qui a laissé voir l'esprit patriotique qui habite les citoyens camerounais amoureux de leur pays. Tous défilant devant le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois. Ils avaient à cœur d'exalter les valeurs citoyennes et patriotiques, l'unicité et l'indivisibilité de la nation camerounaise. L'occasion faisant le larron, quelques citoyens et fonctionnaires ont reçu des mains du numéro 1 de la région du littoral des distinctions honorifiques pour leur valeureux service rendu à la nation. Célébré sous le thème « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et l'unité nationale, socle d'un Cameroun prospère », la 51e édition de la fête de l'unité du Cameroun s'est déroulée sous le signe de la réussite. Qu'est-ce que l'Égypte, invitée à cette 51e édition de la fête nationale camerounaise, a fait une très très belle prouesse. Nous allons tout de suite au Bénin. Le Bénin, un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, présidé comme ça par son Excellence Patrice Talon. Le président de la République béninoise, son Excellence Patrice Talon, a accordé une audience à M. Jean-Claude Cassibrou de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Au menu de cette rencontre de travail, ils ont parlé de la situation économique, monétaire et financière de l'Afrique de l'Ouest. Muriel Paco pour CNN. En visite de travail au Bénin, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, a été reçu dans la matinée du lundi 22 mai 2023 au palais de la Marina par le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. La situation économique, monétaire et financière dans la sous-région au menu de ces échanges a été au centre de l'entretien entre les deux personnalités. Au cours des échanges, M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO, a fait à son hôte un point de l'évolution de la situation économique, monétaire et financière de la zone d'action monétaire de la Banque centrale, des progrès réalisés par le Bénin dans plusieurs domaines, en particulier la maîtrise de l'inflation ainsi que les perspectives au niveau régional. Nous venons d'être reçus en audience par son Excellence le Président de la République du Bénin et ça a été l'occasion pour nous de lui faire un peu le point de l'évolution de la situation économique, monétaire et financière dans la région, l'action monétaire de la Banque centrale, la situation un peu dans l'ensemble de l'Union, le système bancaire. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon de toute l'actualité monétaire et financière dans la sous-région. Et ça a été l'occasion pour nous de saluer
les progrès qui ont été réalisés également au Bénin en particulier, puisque nous avons noté que la croissance est restée très soutenue et les prévisions de 2023 vraiment sont très satisfaisantes. Les performances en matière d'inflation notamment, puisque dans l'Union, le Bénin a la meilleure performance en termes d'inflation. Le taux d'inflation à un niveau relativement faible. Et donc, nous avons vraiment salué les efforts qui ont été faits par l'État béninois pour justement lutter contre la hausse des prix d'une manière générale. Nous avons parlé également des perspectives au niveau régional. La croissance économique dans notre union monétaire qui reste très soutenue. L'inflation qui est une préoccupation au niveau de la région, mais qui est en décélération. Nous restons très attentifs au niveau de la Banque centrale à l'évolution de la situation et nos actions en matière d'intervention sur le marché monétaire justement tiennent compte de la nécessité de faire baisser progressivement le taux d'inflation vers notre cible, puisque notre cible c'est de 3%. Et donc nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique, mais nous restons attentifs à cette évolution. Donc, dans l'ensemble, ça a été une très très bonne occasion que nous avons eue d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'écouter également ses observations, ses préoccupations sur les différents points. Et donc, nous partons vraiment rassurés. Nous sommes, comme je l'ai dit, rassurés et beaucoup satisfaits des performances que vraiment le pays a enregistrées dans les différents domaines. Actuellement, nous avons salué particulièrement la dernière revue qui a été faite avec le Fonds monétaire international, qui a été également très positive sur les performances et les résultats atteints par l'économie béninoise. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, a été introduit au cabinet du chef de l'État par le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Romuald Ouadagni. Oui, c'est un internaute comme ça qui nous écrivait et qui nous disait tout simplement que lui, il apprécie les costumes du président Talon et aussi les croisés du président Sassou Nguesso. Nous y allons tout de suite au Congo pour parler du président Denis Sassou Nguesso au Congo, chef de l'État, qui vient de réaliser quelque chose de magnifique. Le président de la République, chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a inauguré la centrale thermique d'Imfondo. Le premier module de cette centrale hybride, à savoir thermique et solaire, est désormais opérationnel. C'est ensuite que le président de la République, après cette inauguration, s'est rendu dans une autre localité, à Epena. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a procédé ce lundi 22 mai 2023 à l'inauguration d'une centrale hybride thermique et photovoltaïque dans son premier volet à Imfondo, chef-lieu du département de l'Ikwala. En séjour de travail à Imfondo dans le département de la Likwala, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a inauguré le premier module de la centrale hybride thermique solaire. Pour recevoir les 400 volts qui sortent des alternateurs, les renvoie vers le transformateur qui transforme les 400 volts en 20 000 volts. Et ces 20 000 volts tombent maintenant de l'autre côté. Si la charge augmente, on constate que ça a dépassé R4,7. En ce moment, on passe ici. Au deuxième jour, on appuie ce bouton Start et le second prend le relais. Si les groupes sont en arrêt, on peut aussi commencer le démarrage par ceci et terminer par là. Les populations de la Likwala ont porté en triomphe le président Denis Sassou Nguesso pour l'accompagner dans la réalisation progressive des multiples actions pour le bien-être des Congolais. Après avoir inauguré la centrale hybride thermique et photovoltaïque d'Imfondo, financée par le budget de l'État congolais et d'une capacité prévue de 3,4 MW, le projet dans son ensemble est réalisé en 4 lots distincts et mis en œuvre par les produits de construction de Brazzaville, Procob, une filiale de la société belge Contrat ABC. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a mis le cap sur Epena, où il a été accueilli en triomphe par les populations de la dite localité. Les sages du district ont salué son arrivée par un rituel d'accueil significatif, ont émis le souhait de voir que leur localité soit aussi éclairée, comme Imfondo, chef-lieu du département.
Quand on voit ce type de réalisation au Congo, on n'a qu'un seul mot. Bravo. Bravo, Monsieur le Président. Bravo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo. Nous quittons le Congo pour vous montrer une autre prouesse d'un autre chef d'État, celui-là, à 1 heure de vol du Congo, c'est-à-dire au Gabon. Au Gabon, à Libreville, le président Ali Bongo a une vision, et surtout un souci permanent qui est le devenir de sa jeunesse, la jeunesse gabonaise. L'occasion a été donnée au Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, M. Alain-Claude Bilibizé, qui a visité les centres de formation situés en Coque, la haute banlieue du Grand Libreville. Voilà encore une réalisation, comme pour dire tout simplement une réponse à différentes interrogations des uns et des autres sur la vision du président de la République gabonais, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui n'a qu'une obsession, sa jeunesse, et de voir et faire briller la jeunesse gabonaise en leur apportant une réponse à des solutions et surtout la solution du chômage. Reportage, notre correspondant à Libreville, Teddy Ossé et la voix de Charlotte Abdoulaye. La formation de la jeunesse est au centre des actions politiques de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. À ce titre, le Gabon s'est doté de centres de formation ultramodernes dans les domaines du bois, des transports, des mécaniques, des logistiques, des TIC et des BTP, ceci afin de développer le savoir-faire de la jeunesse gabonaise dans les domaines très définis et leur octroyer une formation de qualité, comme nous l'explique ici le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais. Nous sommes venus voir au niveau d'un corps comment tout cela fonctionne, où il y a déjà un certain nombre d'apprenants qui vont avoir leur diplôme dans quelques semaines seulement. Nous sommes donc venus regarder comment tout cela fonctionne, mais aussi voir les nouveaux centres qui n'ont pas encore démarré, comment mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires pour garantir leur démarrage en termes de recrutement des formateurs, mais aussi en termes de connexion au système public de réseau d'eau et d'électricité, et également de fibre optique pour permettre d'avoir de meilleures conditions d'apprentissage. La visite du Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, son Excellence Alain-Claude Bilibizé, dans ses installations situées dans la zone de Coque, s'inscrit dans le cadre de la formation et la transformation est une preuve de l'engagement du gouvernement que dirige le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilibizé. Ça nous paraît tout à fait indispensable pour garantir la mise en œuvre efficace et efficiente de la volonté du chef de l'État dans le domaine de la formation. On a trouvé un corps administratif en place, bien engagé à accompagner toute cette politique. Les formateurs également sont bien au point. Il nous reste à compléter ce qui doit l'être. L'ambition du gouvernement gabonais à travers ses différents centres de formation professionnelle vise à répondre à la demande du marché gabonais de l'emploi par la création d'une ressource humaine jeune, qualifiée et apte à répondre dans l'immédiat à les milliers d'emplois qui s'offrent chaque année au Gabon. La formation étant un préalable à la solution de l'emploi, voilà qui donnera une bouffée d'oxygène à la lutte contre le chômage des jeunes. Et c'est aussi cette réalité de la vision du président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il m'arrive souvent de me poser la question, est-ce qu'il est interdit de dire bravo à nos chefs d'État? Ces personnes qui dirigent nos pays et qui sont tout le temps critiquées, à longueur de journaux, par médias interposés, par moments, ayons aussi la délicatesse de leur dire bravo quand ils font des bonnes choses. À l'exemple du président Sassou Nguesso avec ses centrales thermiques, à l'exemple du président Ali Bongo Ondimba, à ce grand centre qui va permettre comme ça d'absorber le chômage avec la formation, l'accent à la formation pour la jeunesse gabonaise. Et je dirais aussi dans tous les pays africains, la formation pour cette jeunesse africaine qui, on le dit tout le temps, s'est répété un peu de partout, que la jeunesse en Afrique représente pratiquement 70% de la population africaine. Nous allons quitter le Gabon pour le Niger. Le Niger où quelqu'un a été heureux si le président de l'Assemblée nationale du Niger, qui a vu son pays abriter la 29e session de l'Assemblée des parlementaires francophones. Il a reçu tous ses membres de l'Association des parlementaires francophones africains. Et le clou, les travaux étaient dirigés par son homologue du Gabon. Le Niger, dont la capitale est Niamey, cette belle ville du Sahel, située en Afrique de l'Ouest, a abrité la 29e édition de l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée des parlementaires francophones.
Le président de l'Assemblée nationale gabonaise, l'honorable Faustin Boukoubi, pendant 3 jours, a présidé les travaux. Reportage Raoul Sankoué. La capitale nigérienne Niamey, sous l'égide de l'honorable Séni Oumarou, président de l'Assemblée nationale du Niger, a abrité la 29e édition de l'Assemblée régionale Afrique initiée par l'Assemblée parlementaire francophone, présidée par le président de l'Assemblée nationale gabonaise, l'honorable Faustin Boukoubi. 3 jours durant, les parlementaires francophones réunis à Niamey ont tenu des assises, desquelles plusieurs résolutions ont découlé. Les travaux de cette 29e édition de l'Assemblée régionale des parlementaires, axés sur les questions relatives aux défis de la gouvernance démocratique, la sécurité alimentaire à l'épreuve des crises politiques, sociales et économiques, la lutte contre la désertification en Afrique et la protection des écosystèmes forestiers. Cette 29e édition était dirigée par le vice-président de l'AFP Région Afrique, l'honorable Faustin Boukoubi, qui se veut être le président de l'Assemblée nationale gabonaise, a eu le mérite de mener à bien ces travaux qui ont connu un grand succès comme l'attestent ici les participants. Il y a eu une forte participation de plusieurs États qui ont bien évidemment contribué de manière significative à l'aboutissement des conclusions et surtout ont émis le vœu de rendre plus attractif le positionnement de l'APF au travers de plusieurs autres organismes par-dessus le monde. On peut reconnaître que les objectifs assignés à cette 29e rencontre ont été largement atteints. D'abord de par la mobilisation des sections et surtout par la quintessence même des thèmes qui ont fait l'ossature même de la rencontre d'aujourd'hui. Donc sur la base de ces 3 thèmes et de la présence dans le cadre de l'ouverture du dialogue de toutes les parties prenantes, même celles qui sont en phase de transition, ont donné un cachet particulier à cette rencontre. C'est alors qu'au terme de ces assises parlementaires, une soirée de gala a été offerte par la section AFP Niger, offrant gastronomie et détente animée par une belle brochette d'artistes nigériens qui ont gratifié aux convives étrangers des rythmes sonores et danses dans la pure tradition du terroir sahélien. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, tout en souhaitant un bon retour à toutes les délégations étrangères participantes, a émis le vœu de voir mettre en pratique les acquis des travaux de cette 29e édition de l'Assemblée régionale Afrique des parlementaires francophones dans les assemblées respectives de leur pays. Nous quittons Niamey, qui est la capitale du Niger, qui a abrité ce sommet des parlementaires francophones. Nous allons nous rendre dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry, je précise, puisque c'est la capitale, Conakry. Et c'est vrai, quand on parle de ce pays, c'est jamais sur le plan économique, c'est toujours sur le plan militaire, sur le plan politique. Aujourd'hui, on va s'atteler un tout petit peu sur le plan économique. En République de Guinée, dont la capitale est Conakry, comme je le disais tantôt, un organisme sort du lot. L'APIP ou encore l'APIP, Agence de promotion et des investissements privés. Ces actions sont pour le bonheur des investisseurs nationaux et internationaux devant investir en République de Guinée. Cet organisme qui est brillamment dirigé par Madame Diane Kouyaté. L'agence de promotion des investissements privés à Conakry en Guinée est un organisme qui fait plaisir à tous les Guinéens et même aux Africains parce qu'on aimerait entendre dans nos pays tous ces esprits, tout cet espoir de développement, plus de guerre, plus de politique de déflagration, une politique plutôt de construction. Reportage Muriel Kouakou. La République guinéenne, dont la capitale est Conakry, est un pays en quête de croissance et de développement économique qui mise aussi et surtout sur son agence de promotion et des investissements privés, en abréviation APIP, qui est une structure qui joue un rôle essentiel dans l'attraction des investissements nationaux et internationaux visant à stimuler les secteurs clés de l'économie de la République guinéenne et à favoriser la création d'emplois tout en contribuant à la formation du paysage économique guinéen. Depuis l'avènement du CNRD, la formalisation du secteur privé est très dynamique et attractive. Il faut savoir que l'entrepreneuriat guinéen est aujourd'hui très dynamique. Juste pour la petite anecdote, pour 2022, on avait un objectif de 15 000 entreprises à créer pour l'année. Mais on est passé
au-dessus de cet objectif et très largement, puisqu'on était à 16 400, plus de 16 400 entreprises créées en 2022. Donc par rapport à même en 2021, on a une hausse de 11% d'entreprises créées. Il faut savoir que la PIP a 3 grandes missions. Donc il y a la formalisation, donc à travers le guichet unique de la création d'entreprises, on passe par la sensibilisation et la formalisation. L'autre grand pilier, toujours à l'attention de l'écosystème, c'est l'accompagnement. Notre objectif, c'est on a fait une étude en 2020 avec un taux de mortalité des entreprises qui reste très élevé. Et les principales causes qui nous ont intéressés, c'est l'accès à l'information et l'accès au financement. Donc la PIP aussi, avec les acteurs de l'écosystème, accompagne les entreprises à travers le renforcement de capacités, des formations, et toutes les innovations. Aujourd'hui, on est dans l'innovation. On a mis en place le coach à PIP Mobile pour justement quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, à Kankan, Siguiri ou à Zérékoré, puisse bénéficier de ces formations sans avoir pour autant l'obligation de venir sur Conakry. La progression d'un nombre d'entreprises immatriculées s'explique par les actions de sensibilisation et d'orientation menées par les équipes de l'APIP en 2022 qui a touché des milliers de personnes sur l'étendue du territoire guinéen avec des objectifs de progression, comme nous l'affirme la directrice générale de l'APIP. On a touché plus de 4000 personnes à l'intérieur du pays, à Conakry, pour justement les sensibiliser. Parce que la formalisation ne vient pas naturellement, souvent, mais on sensibilise les personnes sur la formalisation, parler des avantages, mais aussi des contraintes de la formalisation, pour justement mobiliser ces entreprises qui sont créées. Donc la dynamique continue. Pour 2023, un objectif de 17 500 entreprises, donc encore plus qu'en 2022. Donc, et nous comptons vraiment sur les équipes à l'intérieur du pays, à travers nos APIP mobiles aussi, pour justement continuer ces missions de sensibilisation. Récemment, on a parcouru le marché de Madina pour sensibiliser les entrepreneurs qui évoluent dans l'informel pour qu'ils basculent vers le formel. L'Agence de promotion des investissements privés en République de Guinée œuvre aussi pour la promotion des opportunités d'investissement, la facilité des procédures administratives et le soutien aux investisseurs tout au long de leur parcours. Donc, on est en train vraiment d'accompagner les entreprises guinéennes et on ne travaille pas seul, on travaille avec toutes les structures du département dont est rattachée la PIP du commerce, de l'industrie et des PME, mais aussi avec d'autres acteurs de l'écosystème. Donc, quand on va chercher du financement, les investisseurs viennent en Guinée, on est la porte d'entrée de l'investissement en Guinée. Cela permet justement de contribuer au développement économique du pays et on organise dans ce cadre-là, par exemple, le Guinée Investment Forum. En 2022, on l'a fait à Dubaï pour justement promouvoir les investissements, mobiliser des financements pour justement financer des projets aussi bien publics que privés de l'écosystème en Guinée. On prépare le GIF 3 qui se tiendra en mars en 2024 à Conakry. Il est important que ces investisseurs viennent vers nous. Soit ils ont un projet où ils ont besoin de financement, on fait la mise en relation avec des investisseurs, soit guinéens, soit étrangers. C'est comme ça, on parle souvent de joint venture. Mais au-delà de ça, c'est déjà les identifier. Parce que notre objectif, c'est de mettre en lumière ces investisseurs. Ils ont un projet d'investissement, donc ils peuvent bénéficier d'un code des investissements. On appelle ça dans le jargon l'aftercare, c'est-à-dire au niveau national, il faut qu'on identifie, on a besoin d'identifier nos acteurs, nos investisseurs guinéens pour mieux promouvoir aussi leur investissement à eux et les mettre en relation avec des investisseurs étrangers, soit dans le cadre d'un projet de développement, soit dans le cadre aussi d'une mise en relation entre hommes d'affaires pour justement crédibiliser aussi, et ce sont les meilleurs témoins, j'ai envie de dire, de la réussite de l'investissement en Guinée. L'Agence de promotion des investisseurs privés de la République guinéenne, l'APIP, se veut un accélérateur du développement économique guinéen grâce aux investissements privés tout en coordonnant et en rationalisant l'ensemble des initiatives et actions gouvernementales. Ça fait plaisir de voir avec quelle assurance la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés en Guinée-Conakry rassure. Madame Diane Kouyaté, directrice générale de cet organisme. Ça fait énormément plaisir. Nous quittons la Guinée-Conakry pour le Mali. Le Mali qui s'est distingué autrement ces derniers temps continue à faire son bonhomme de chemin dans la tranquillité. Et grâce aux œuvres des Maliens. Les Maliens ont tous décidé de remettre leur pays sur les rails. Nous allons tout de suite au Mali pour parler de ce Conseil des ministres qui aura marqué
les uns et les autres avec la présence des membres du gouvernement et du président de la République. Le Conseil des ministres, présidé par son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition malienne. Au menu de ce Conseil des ministres de la République malienne, des projets de décret et de nomination. Reportage Muriel Kouakou. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 17 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le secrétaire général du gouvernement, M. Mahamadou Dagno, officier de l'ordre national, dresse le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve. L'ordonnance numéro 2013-027-P-RM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre des notaires, le projet de décret adopté nomme aux fonctions de notaire les aspirants notaires dont les noms suivent. Madame Anfonou Jeanne d'Arc Koné avec résidence à Sikasso, Madame Kadidia Moré avec résidence à Mopti, Monsieur Seydou Ngolo Koné avec résidence à Kayes, Monsieur Cheikh Oumar Amadou Sangaré avec résidence à Kita, Monsieur Zakaria Koné avec résidence à Nioro, Monsieur Khalifadi Jérémy Diarra avec résidence à Tombouctou, Monsieur Nteji Doumbia avec résidence à Niono. 2. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant institution d'un référentiel géodésique en République du Mali. Les systèmes de référence géodésique fournissent les coordonnées planimétriques et altimétriques des points géodésiques servant de référence et de contrôle aux opérations permettant de représenter au mieux la taille et la forme des éléments du paysage. Notre pays, en vue de réaliser les systèmes d'information géographique et de cartographie, a utilisé plusieurs références géodésiques. Avec l'avènement des nouvelles technologies d'observation spatiale et l'utilisation du GPS, le réseau fut densifié sur une grande partie du territoire national avec l'utilisation de différents systèmes de référence et la possibilité de passage d'un système à un autre. Devant cette situation qui est préjudiciable aux objectifs de cohérence des données en vue d'harmoniser la gestion de l'information géographique pour tous ceux qui produisent ou utilisent une telle information, l'adoption d'un référentiel géodésique est nécessaire. Le projet de décret adopté institue un référentiel géodésique en République du Mali constitué du référentiel géodésique planimétrique dénommé Réseau géodésique de référence du Mali et du réseau altimétrique constitué par les repères du nivellement général du Mali. L'utilisation de ce référentiel géodésique permettra le bon positionnement des détails du paysage et la localisation précise des investissements et leur évaluation. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la compagnie malienne de navigation fluviale dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement, il est apparu nécessaire de relire les textes organiques de la Comanav en vue de conformer son statut aux activités qu'elle doit pleinement assumer. En effet, l'exécution du contrat plan État Comanav a révélé des insuffisances, notamment dans l'exécution des travaux de dragage, d'entretien et de balisage du chénal navigable indispensable à la navigabilité. Il en est de même de la construction de quais et d'autres installations portuaires. Ces travaux ne peuvent être réalisés par la Comanav sous son statut actuel. Les projets de texte adoptés créent la compagnie malienne de navigation fluviale, en abrégé Comanaf, sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce changement de statut permettra d'étendre son domaine d'action, de diversifier ses possibilités de financement. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres du démarrage des activités de la Comatex SA. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance de la compagnie malienne des textiles, le gouvernement de la transition a procédé à la nomination du directeur général, du président et des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration, tenu le 17 avril 2023, a adopté le chronogramme des activités à mener. La situation du personnel se présente comme suite. Nombre total de travailleurs au moment de l'arrêt des travaux, 1256. Nombre de travailleurs recensés, 1157. Nombre non inscrits, 99 travailleurs, dont 12 décès et 11 partant à la retraite. L'entretien des équipements est en cours et le démarrage des
des activités de production est prévu mi-juin 2023. 2. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres du renouvellement du mandat du Mali au Conseil d'administration de Shelter Afrique. La 42e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique s'est tenue du 8 au 12 mai 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement ayant pour objet la fourniture d'une gamme complète de solutions d'accès au logement abordable à travers l'Afrique. Le Mali occupe depuis 2020 le seul siège au conseil d'administration détenu par le groupe composé du Burkina Faso, du Burundi, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Sénégal et du Tchad. Le groupe a renouvelé sa confiance au Mali en approuvant à l'unanimité sa candidature au poste d'administrateur principal. Cette élection permettra au Mali de défendre la position du groupe de pays et celle de l'institution, de défendre nos intérêts, d'assurer un échange d'expériences avec les autres pays en matière de financement et de production de logements. Par ailleurs, Shelter Afrique a félicité le Mali pour être à jour de ses paiements. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Après le Mali et son conseil de ministres présidé par Assimi Goïta, le chef de l'État malien, nous allons revenir en Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, avec un gouvernement, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi, un gouvernement qui travaille sans relâche. Le Conseil des ministres qui s'est tenu récemment à Abidjan, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au Plateau. Le Plateau, c'est le quartier administratif où siège la présidence de la République, comme vous l'apercevez, dans ce triangle d'or, au-dessus des bords de la lagune ébriée. Un conseil des ministres avec tous les membres du gouvernement Patrick Hachi. Un gouvernement qui travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Et je disais, quand on voit par exemple ce beau pont que tous les Africains qui viendront pour la Cannes 2024, puisque ce sera en janvier, auront l'occasion d'admirer et de voir comment travaille un chef d'État d'un pays d'Afrique, un chef qui parle peu, mais pose des actes visibles par tous, même par des aveugles. Regardez ce très beau pont, le pont qui va relier Cocody, oui, ce pont qui va relier Cocody au Plateau. C'est une prouesse, une très grande prouesse. À date, nous ne pouvons même plus compter le nombre de ponts réalisés par le président Alassane Ouattara en une décennie. Ce Conseil des ministres du 24 mai dernier a affiché à l'ordre du jour des projets de loi, projets de décret, mesures individuelles et communication. Ce Conseil de ministres que vous rapporte ici, toute l'équipe de reportage de CNN dirigée par Ousmane Koulibaly et Raoul Sankoué depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce mercredi 24 mai 2023, un conseil de ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Au sortir de ce conseil de ministres, 12 projets de loi et ordonnances au total ont été adoptés par le conseil de ministres de ce 24 mai 2023. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi numéro 2020/624 du 14 août 2020. Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 14 août 2020 instituant le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, ainsi qu'une communication relative à l'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier dans la gestion du foncier urbain en Côte d'Ivoire. Cette réforme institue un modèle unique d'attestation villageoise dénommé attestation de droit d'usage, signé par le chef de village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur. Cette attestation est délivrée à chacun des détenteurs de droits coutumiers bénéficiaires de lots de compensation après approbation de chaque lotissement
impliquant des communautés villageoses. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'application de la loi numéro 2022/408 du 13 juin 2022 relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Ce décret définit la liste des emplois ainsi que la liste des activités de sous-traitance, de prestation de services et de fourniture de biens et services en matière pétrolière et gazière devant entièrement être occupés par les nationaux aux fins de promouvoir le développement de champions nationaux dans toute la chaîne des valeurs de l'industrie pétrolière et gazière nationale. Il précise en outre les modalités d'attribution des marchés en lien avec la préférence aux entreprises ivoiriennes et détermine les modalités de soumission des plans et des rapports de contenu local en vue de l'évaluation du contenu local dans tous les segments de la filière. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre des activités de la feuille de route à fin mars 2023. Relativement au projet, les efforts au premier trimestre ont porté sur la finalisation des travaux de construction des infrastructures sportives et d'hébergement. Ainsi, les stades de Boaké et Yamsokro ont été homologués par la CAF et reçoivent actuellement les compétitions CAF FIFA. Les travaux se poursuivent pour les stades Félix Houphouët-Boigny, le stade Amadou-Gon Coulibaly de Korogo et le stade Laurent Pokou de San Pedro. Globalement, l'ensemble des infrastructures attendues sera mis à disposition fin juin 2023, conformément au cahier des charges de la CAN. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative au lancement des examens à grand tirage de la session 2023. La session 2023 convoquera dans l'ensemble 1 597 045 candidats, dont 782 862 filles et 814 183 garçons, répartis ainsi qu'il suit: 662 375 candidats pour le CEPE, 577 618 candidats pour le BEPC, 10 181 candidats pour le test d'orientation en seconde et 346 871 candidats pour le baccalauréat. À l'instar des années précédentes, l'examen du CEPE ouvrira la session le lundi 5 juin 2023, suivi de l'examen du BEPC, du test d'orientation en seconde et du baccalauréat. La fin de la session 2023 des examens à grand tirage est prévue le lundi 24 juillet 2023 à la suite de la proclamation des résultats du baccalauréat. Les détails relatifs aux dates seront publiés dans un communiqué du Conseil des ministres. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 7 juin 2023. Nous allons parler de paix, de réconciliation et surtout du pardon. Voilà 3 mots à la surprise générale de toute l'équipe de rédaction de votre chaîne de télévision qu'un jeune homme brillant politicien utilise depuis son retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, puisque c'est de ce pays que nous parlerons. Et cet homme n'est autre que le président du COJEP, à savoir M. Charles Blé Goudé. M. Charles Blé Goudé qui parle de paix, de démocratie, de réconciliation et du pardon. Tels sont les credos que ce jeune brillant politicien utilise depuis toutes ses interventions par médias interposés en République de Côte d'Ivoire et même en Hexagone. Ce que justifie d'ailleurs ses accueils sur l'ensemble du territoire ivoirien par ses compatriotes, heureux de le voir, de voir ce jeune leader d'une autre génération
d'une génération qui pratique la politique autrement et qui a décidé d'installer ainsi son parti politique en tissant sa toile sur toute l'étendue du territoire, comme l'attestent ces images. Fini la langue de bois, révolue et rangée à l'époque du mur de Berlin par des politiciens qui ont pour priorité les discours et non les actes. Comme l'a si bien dit Jean-Emmanuel Pondy sur notre plateau la semaine dernière, ce politologue camerounais parlant ainsi de son analyse sur Kwame Nkrumah. On l'écoute. Kwame Nkrumah a fait une erreur stratégique. C'est de penser qu'on peut s'en sortir dans le terrain politique avec simplement des discours. Monsieur Charles Blé Goudet, adulé par la jeunesse de Côte d'Ivoire, comme en témoignent ces images, qui sont une preuve vraie de sa cote de popularité et de la sympathie de ses compatriotes. Monsieur Blé Goudet est un légaliste, respectueux des institutions de la Côte d'Ivoire, son pays, dont l'amour qu'il porte à sa nation, à ses compatriotes, ne se résume qu'à un seul mot, la paix. C'est son souhait, le souhait le plus ardent que partage son parti politique, le COJEP. Son pardon à toutes les victimes est son credo au quotidien. Il l'a dit et redit dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où il a tout simplement embrassé le sol de son pays qu'il n'avait pas revu depuis une décennie. Il veut contribuer à guérir les plaies laissées par les précédentes crises en Côte d'Ivoire. Enfin, c'est un jeune politique aux commandes d'un parti politique dans un pays qui a retrouvé toute sa place dans le concert des nations grâce à la politique éclairée de son Excellence le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et sa totale orientation 2023 sur la jeunesse. Qu'est-ce que c'est beau de voir un jeune politique faire la politique autrement et être adulé comme ça par la jeunesse de son pays, la Côte d'Ivoire, et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, à savoir en Afrique et dans la diaspora. Voilà qui a fait plaisir à toute l'équipe de notre chaîne de télévision, cet accord écrit, ferme, d'accorder une interview exclusive où il dira tout. J'aurai l'honneur de diriger cette interview baptisée « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Restez sur votre petit écran pour en savoir un peu plus sur cette interview qu'a décidé de nous accorder M. Charles Blé Goudet, président du COJEP, un parti qui fait son bonhomme de chemin avec à la tête un jeune dirigeant politique qui a décidé de faire la politique autrement. C'est l'heure du grand format. Tout en remerciant notre partenaire, les magasins Orca, et vous voyez ces très beaux meubles, qui sont des meubles que tous devez avoir dans votre domicile. Une manière pour vous d'avoir du bon calme, du repos, et surtout quand on sait que tous ces meubles sont abordables pour tous et pour chacun. Il faudrait s'y rendre. Pour le grand format de cette édition, retenez que l'édition précédente, nous vous avons proposé une interview d'un jeune et brillant ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou. Quelqu'un d'une cohérence inégalée, quelqu'un dont les propos ne sont pas des propos flatteurs, quelqu'un dont les propos ne sont pas des propos jetés en l'air. C'est des propos qui reposent sur des faits, sur des projets et sur des réalisations. La semaine dernière, nous avons proposé un pan de cette interview qu'il nous a accordé il y a 2-3 ans de cela. Aujourd'hui, vous remarquerez avec quelle cohérence s'exprime ce ministre qui a pour charge la jeunesse de Côte d'Ivoire. À cette jeunesse, il ne faut pas mentir. À cette jeunesse, il ne faut pas raconter des fables. Et comme le disait d'ailleurs M. Jean-Emmanuel Pondy, un autre politologue d'un pays autre que la Côte d'Ivoire, traitant la jeunesse qui peut être un boulet. La jeunesse, ce n'est pas suffisant de la qualifier de fer de lance de la nation. Ce qui est vrai, mais ça reste un slogan. Si elle n'est pas formée pour assurer une relève positive, la jeunesse peut devenir un moteur de croissance ou un boulet qui empêche et qui rend la croissance quasiment impossible. Où se situe la marge entre les deux? C'est la formation. Vous verrez, d'une autre façon, le ministre de la Jeunesse aussi attirer l'attention sur cette jeunesse. C'est ce brillant ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui œuvre et qui fait la fierté aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui s'est prêté au jeu dans une interview
qu'il nous a accordé. C'est la deuxième et la dernière partie de cette interview. Nous avons écouté les jeunes, et ces jeunes nous disent que M. Touré Mamadou, son ministère, est à la pointe du social gouvernemental. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, social gouvernemental. Oui, parce que dans le cadre du programme social du gouvernement, je vous ai dit tantôt, sous l'impulsion du Premier ministre Feu Amadou Koulibaly, c'est 500 000 jeunes qui seront traités entre 2019 et 2020. Et avec des jeunes qui sont aidés donc à avoir donc des petits financements pour donc entreprendre, des jeunes qui étaient à la recherche du stage pour valider leur diplôme, qui pour mettre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir un stage pour valider leur diplôme. Aujourd'hui, structurellement, nous avons réglé donc ce problème. Mais écoutez, aujourd'hui, tout jeune qui finit ses études a la possibilité, sur la plateforme de l'Agence d'emploi jeune, donc de s'inscrire et avec les offres que nous collectons aujourd'hui auprès des entreprises, immédiatement, ces jeunes sont mis en stage. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan, région par région, un tout petit peu? Oui, aujourd'hui, bon, le gros lot des stagiaires se retrouve dans les zones industrielles, où l'économie est beaucoup plus importante. Je parle d'Abidjan, je parle de Bouaké, je parle de San Pedro et puis quelques grandes villes. Puisque 80% du tissu économique en Côte d'Ivoire se retrouve dans la zone d'Abidjan. Donc, la plupart des stagiaires, même quand les études ont été effectuées ailleurs, se retrouvent à Abidjan ou dans les grandes agglomérations. Et donc, nous avons aujourd'hui donc nos interventions cumulées, je veux dire, en termes de stage, en termes de financement d'entrepreneuriat, pu atteindre entre septembre et décembre 2019, ce sont 13 000 jeunes sur un objectif de 77 000. Et pour cette année, c'est plus de 260 000 jeunes qui devront être traités. Est-ce que vous croyez que c'est un mauvais procès que certains aussi vous font en disant que vous n'allez que dans les zones qui sont favorables au RHDP? Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos interventions aujourd'hui, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour le financement des projets, pour les 10 milliards de francs CFA, c'est toutes les régions, c'est toutes les communes de Côte d'Ivoire. Même dans les communes où je suis à Finguessan, par exemple, récemment, on a remis des chèques aux jeunes, à Bongouanou. Donc c'est partout. L'État doit être neutre dans son intervention. Et nous savons, nous, faire la part des choses entre notre posture partisane de militants du RHDP et le devoir républicain qui est que lorsque nous sommes à des postes de responsabilité, on agit pour tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure manière de faire la politique. Imaginez sur l'instant que le président Ouattara avait décidé donc de réduire ses interventions dans les zones où il avait fait des bons scores en 2010. Mais il n'aurait pas agrandi son électorat. Aujourd'hui, le fait d'avoir agi partout, d'avoir mis le développement partout, des routes partout, des ponts partout, l'eau partout, permet à certains de nos concitoyens qui ont été fortement intoxiqués entre 2000 et 2010 de se rendre compte qu'en réalité, Alassane Ouattara n'est pas celui qui viendrait vendre la Côte d'Ivoire, qui tuerait tous les Ivoiriens, etc., mais plutôt celui qui, après, au Foubouni, apporte le développement. Et beaucoup de régions, aujourd'hui, ont basculé autour du président Ouattara à cause des actions menées dans ces régions, même quand ces régions, en 2010, n'ont pas voté pour Alassane Ouattara. Quels sont les projets, quelques projets, du président Alassane Ouattara qui vous ont, vous, fasciné? Il y a le 3e pont à Abidjan. Il y a le pont de Boisflé, donc on a un vieux pont donc il y a le pont, il y a le barrage de Soubré. Mais pourquoi d'abord le pont d'Abidjan? Pendant que vous parlez, les téléspectateurs regardent ce pont en image, tous ses contours. Pourquoi le pont? Mais Abidjan aujourd'hui avec... C'est bien le pont HKB? Oui, le pont HKB, ou Abidjan aujourd'hui avec tous les embouteillages. Vous imaginez pour aller à l'aéroport, quand vous quittez la zone de Cocody, vous aurez pu mettre par le passé 1 heure de temps en vous tapant tous les embouteillages. Aujourd'hui, en 15-20 minutes, vous êtes à l'aéroport. Et c'est l'un des plus beaux ponts de la sous-région. Il y a le barrage de Soubré qui a permis d'accroître notre capacité donc en électricité, et ça a été un projet intégré puisque au-delà du barrage, toutes les populations qui sont aux alentours ont pu bénéficier d'infrastructures, ont pu bénéficier d'écoles, etc. Donc c'est vraiment un projet intégré. Donc si j'avais après le pont une infrastructure donc à mettre en évidence, c'est vraiment le barrage de Soubré. Alors vous allez remarquer que le ministre, il y a tellement de choses, et comme je lui ai posé la question de me citer quelques exemples, il a pris quelques ponts, mais je vous présente aussi le pont situé, pour ceux qui sont à Abidjan, ça c'est, on l'appelle le pont Solibra. Regardez cette merveille, c'est encore des infrastructures qui sont sous l'ère Ouattara. Nous voulons savoir, qu'est-ce que vous pensez sincèrement du président Alassane Ouattara, vous, jeune et brillant ministre? Mais un grand homme qui
qui a apporté beaucoup à son pays dans ses fonctions antérieures, au Fonds monétaire international, BCEAO, il a été gouverneur de la BCEAO, mais qui est intervenu à chaque fois à des moments critiques pour son pays et qui a toujours su relever le défi. Ça a été le cas en 1990, c'est le cas aujourd'hui après la grave crise post-électorale que nous avons connue en 2010. Alors je vais rappeler à vos téléspectateurs que beaucoup de pays ont connu des crises plus ou moins similaires à la Côte d'Ivoire. Et ces pays portent encore les stigmates donc des crises. Alassane Ouattara a réussi en 10 ans à effacer tous les effets de cette crise. Je vous dis qu'il y a plus d'1 million d'Ivoiriens qui sont sortis de la pauvreté. Regardez toutes ces infrastructures. Le niveau de l'électrification de notre pays avoisine aujourd'hui les 90%. C'est une prouesse pour un pays donc en Afrique occidentale. Et c'est un dirigeant qui, à mon sens, va influencer pendant de nombreuses années donc de générations de jeunes Africains. Voilà, je le pense fondamentalement. Il est notre invité dans cette émission, on parlera de réussite. À tout de suite. Monsieur le ministre, nous allons vous poser une question. Vous avez piloté plusieurs projets. Lequel fait votre plus grande fierté? Écoutez, ma plus grande satisfaction aujourd'hui, j'ai plusieurs satisfactions. Déjà, le ministère où je suis, puisque c'est un ministère où on travaille sur l'homme, avec mes collaborateurs, obtenir des résultats au quotidien. Comme vous l'avez dit tantôt, on voit des jeunes qu'au quotidien estiment que leur vie a été transformée. Et c'est ce que le président Ouattara a voulu. J'ai été aussi à la formation professionnelle. J'ai eu l'occasion de conduire pendant 1 an et demi la réforme donc de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Cette réforme a été adoptée juste avant que je n'arrive, mais la mise en œuvre, je l'ai entamée. Remettre le secteur privé au cœur de l'enseignement technique de la formation professionnelle, reprendre la réhabilitation des établissements de formation professionnelle, revoir les contenus pédagogiques de nos écoles de formation professionnelle, avec le joyau que le Maroc nous a offert, le centre multisectoriel de Yopougon, qui forme donc des étudiants en BTP, en hôtellerie, etc. Dans mes fonctions antérieures, j'ai travaillé donc sur EBMP, puisque j'étais conseiller jeunesse et sport à la présidence de la République, donc je travaillais sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était secrétaire général de la présidence. J'ai été membre du comité technique pour l'organisation de la CAN 2021. J'ai obtenu à la tête du comité technique pour les Jeux de la francophonie, que j'ai piloté le comité technique, et j'ai pu obtenir les Jeux de la francophonie à la tête d'une bonne équipe faite donc de cadres compétents, de ministères ou d'experts extérieurs, l'organisation des Jeux de la francophonie dans notre pays. On n'en parle pas assez, mais j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné par le Premier ministre d'un camp comme président du comité technique, et j'ai piloté l'équipe de candidature. Et nous avons obtenu cette candidature, et ça a été l'un des meilleurs Jeux de la francophonie, organisé ici à Abidjan, grâce au leadership aussi du ministre-gouverneur Beuré Mambé. Alors, votre promotion et votre réussite au sein du RHDP et du gouvernement, à qui les devez-vous? Question en 2. Un bon parrain? Oui, lequel? Ou alors à vos qualités intrinsèques? Mais il y a un mélange de tout. Je pense qu'il faut d'abord, toute réussite dépend de soi-même. La force de travail, la rigueur dans le travail, le sérieux dans le travail, mais c'est qui vous donne des atouts. Et puis j'ai eu la chance aussi de croiser des hommes qui m'ont fait confiance. Je parle du président Alassane Ouattara, je parle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quel que soit votre talent, quelles que soient vos qualités, si on ne vous donne pas l'occasion donc de l'exprimer, à la limite, pour rigoler, vous mourrez avec vos talents et vos qualités. Donc j'ai eu l'occasion donc de rencontrer ces 2 grands hommes qui croient fondamentalement à la jeunesse et qui, en son talent, à ses potentialités, et qui m'ont donné ma chance. Et c'est pour ça que tous les jours, je mesure la chance qu'ils m'ont donnée. Et tous les jours, je fais tout pour mériter cette confiance, pour mériter cette chance, en faisant au mieux le travail pour lequel j'ai été nommé. Que croyez-vous que le président Ouattara a fait de mieux que ses prédécesseurs? Il a fait beaucoup de choses, mais que sincèrement croyez-vous qu'il a fait de mieux que ses prédécesseurs? En dehors de Faux-Boigny, il a fait de mieux que tous ses prédécesseurs dans tous les domaines, en dehors de Faux-Boigny. Parce que quand vous prenez le domaine de l'électricité, où le niveau de production en électricité en 10 ans est quasiment le même, donc on a fait le même que la Côte d'Ivoire a eu à faire en 50 ans. Quand vous allez dans le domaine donc de la santé,
où aujourd'hui beaucoup de centres de santé sont en train d'être construits. Quand vous allez dans le domaine de l'éducation nationale, avec près de 300 collèges qui ont été construits, alors que sous l'ancien régime, pour la période, c'est 15 collèges qui ont été construits. Vous avez près de 300 000 salles de classe qui sont construites, alors que sous l'ancien régime, nous avons 6 000 salles de classe qui ont été construites. Et dans tous les secteurs d'activité, les performances réalisées par le président Ouattara sont largement au-dessus de ce que ses prédécesseurs. Dans tout, il a fait mieux que les autres. Sauf dans certains domaines, Houphouët-Boigny, qui est le premier bâtisseur donc, de ce pays. Mais moi, je trouve, par exemple, que nous sommes encore sur des acquis du président Houphouët-Boigny. Quand on prend le domaine des routes, par exemple, la plupart donc des grandes routes que nous avons l'ont été sous Houphouët-Boigny. Le président Ouattara est venu donc renforcer et amplifier. Voilà, donc Houphouët-Boigny a mis les infrastructures de base dans ce pays. Ce qui est dramatique, c'est qu'après Houphouët-Boigny, aucun dirigeant n'a ajouté un plus à ce qui a été fait. Il fallait attendre le président Ouattara pour que un plus soit ajouté à ce que Houphouët-Boigny a fait. Quand vous parlez des routes, on va justement aborder la question sur Yamoussoukro. On va regarder un extrait d'une déclaration du petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny, le ministre-gouverneur de la ville de Yamoussoukro, M. Abdoulaye Augustin Thiam Houphouët, qui fait une révélation étonnante, qui a surpris plusieurs personnes. Il est toujours important de rappeler ça aux téléspectateurs. On va se le regarder. Le ministre-gouverneur de la ville de Yamoussoukro, village du président Félix Houphouët-Boigny. On ne s'auto-proclame pas héritier. On hérite de quelqu'un, on continue son œuvre. Et à ce moment-là, c'est le peuple qui dit que vous êtes un héritier. Depuis que Félix Houphouët-Boigny a bitumé Yamoussoukro, tous les présidents successifs, aucun n'a jamais procédé au rebitumage des routes de Yamoussoukro, sauf le président Ouattara. Et en ce sens-là, il est un continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous parlons aussi de la construction d'une autoroute contournante sur 33 km qui va être construite. Les travaux vont démarrer incessamment, qui est un projet qui date de l'époque de Félix Houphouët-Boigny, qui a été repris, actualisé, les capitaux, les fonds ont été trouvés. Et ça aussi, ça va permettre de contourner Yamoussoukro. Ça nous évite 200 morts par an et près de 300 accidents par an. Ça aussi, c'est l'œuvre du continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, quand on entend le ministre-gouverneur de la ville de Yamoussoukro tenir des propos comme ça en disant qu'après Félix Houphouët-Boigny, on ne se réclame pas héritier comme ça, il faut le mériter et que seul le président Ouattara peut se réclamer d'être l'héritier de Félix Houphouët-Boigny. Quel est votre point de vue? Mais c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est la réalité des faits. Le président Ouattara ne s'est pas contenté de proclamer qu'il était donc l'héritier de Houphouët-Boigny. Il a tout fait pour faire revivre Houphouët-Boigny. Je rappelle que l'ancien président Bédié, beaucoup au PDCI l'accusaient d'ailleurs de s'être donné à une sorte de déoufouettisation de la Côte d'Ivoire au profit donc du cercle national Bédié qui a été mis en place. Tous les symboles qui montraient Houphouët-Boigny, qui matérialisaient Houphouët-Boigny avaient commencé à être effacés. Il a fallu le président Ouattara pour que Houphouët-Boigny revienne au cœur de notre actualité et que ses œuvres, sa mémoire, son action politique en faveur de la cohésion sociale, de la paix, soient des sujets d'actualité. Et puis il a fallu le président Alassane Ouattara pour réhabiliter Yamoussoukro, la résidence d'Houphouët à Yamoussoukro. Je rappelle que entre le président Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara, il y a eu au moins 3 présidents qui sont succédés. Et en dehors de Laurent Gbagbo, 2 présidents qui se réclamaient donc de l'oufouettisme et qui ont laissé Yamoussoukro à l'abandon. Donc, l'héritage, c'est aussi, comme Augustin Thiam l'a dit, l'héritage, c'est aussi... ça ne se décrète pas. Ne se décrète pas, voilà. L'héritage ne se décrète pas. En tout cas, dans les actes, le vrai héritier d'Houphouët, c'est le président Alassane Ouattara. Tout en remerciant le ministre, Touré Mamadou, d'avoir honoré de sa présence, des acteurs et des cadres de son parti comme lui n'ont pratiquement pas de temps pour arriver à déroger pratiquement 1 heure pour prendre part à cette émission, vous expliquer, vous donner des réalités, des choses vraies. Dire des choses comme elles doivent se dire en Afrique pour faire évoluer, je dirais encore, la politique africaine. Et surtout, nous, en Afrique, jeunes Africains surtout, de mieux comprendre la chose politique pour savoir désormais faire la différence entre la propagande, la communication
qui est cette forme de mettre en exergue les réalités, les actes posés par ceux qui le dirigent. Monsieur le ministre, que doit faire selon vous un homme politique pour plaire à ses compatriotes? C'est ce message envoyé à ceux qui veulent, à ceux qui le montrent. Vous avez des écoles qui s'affrontent, hein. Ceux qui conçoivent la politique d'abord comme un jeu d'ambition, choc d'ambition, avec, comme vous avez dit, beaucoup de propagande. Là, on peut plaire, mais à très courte durée. Parce que tout de suite, on se rend compte que oui, vous avez dit des belles choses, mais à l'expérience de la mise en œuvre, vous n'avez rien fait. Ça, c'est une politique de très courte vue. Vous pouvez aussi plaire si votre conception de la politique, c'est que la politique doit se mettre au service de ses concitoyens en contribuant à leur amélioration. Vous pouvez ne pas plaire tout de suite parce que vous êtes amené à faire des réformes, à prendre des décisions difficiles, mais dans le temps, vous plaisez forcément. On retient aujourd'hui dans le monde tous ces grands hommes qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué le pays, mais c'est souvent des hommes qui ont été contestés quand ils étaient en action. Tout le monde chante Houphouët-Boigny aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'en 90, certains traitaient Houphouët-Boigny de voleur, certains demandaient son départ. Il a fallu des années après son départ pour se rendre compte que Houphouët-Boigny a été une vraie chance pour notre pays. Donc, il faut pas non plus être prisonnier donc du fait de vouloir plaire coûte que coûte lorsqu'on fait de la politique. Le plus important, c'est en son âme et conscience poser des actes et être convaincu que ces actes le sont au profit donc des populations. Elles peuvent ne pas comprendre donc à l'instant, mais si ces actes le sont vraiment donc dans l'intérêt général pour les populations, elles finiront toujours par vous adouber. Donc la propagande pour moi, c'est la politique à très courte vue. La meilleure manière de plaire, c'est d'agir, être dans l'action pour ses concitoyens. C'est terminé pour cette émission, tout en remerciant le ministre Touré Mamadou. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Un dernier mot. Je voudrais dire à mes concitoyens que nous sommes dans un pays qui a eu des avancées ces 10 dernières années, énormément de progrès réalisés, mais ces acquis restent à consolider parce que nous sommes dans une fragilité au niveau sous-régional, avec toutes les crises que nous avons au Mali, au Burkina et même au Nigeria, avec les menaces djihadistes à nos frontières, et avec une démographie qui est galopante, avec énormément de jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail et qui ont réellement besoin d'opportunités. 77% de notre population a moins de 35 ans. C'est-à-dire sur 26 millions d'habitants, nous avons près de 20 millions qui ont moins de 35 ans. Et c'est cette même réalité dans la plupart des pays donc africains. Soit nous apportons des réponses adaptées et rapides aux préoccupations de ces jeunes, soit c'est une bombe à retardement qui peut péter à tout moment. Et tous les hommes politiques devaient être conscients de ces situations et proposer des réponses concrètes pour apporter des réponses et non seulement bavarder. Et nous avons essayé pendant 10 ans d'apporter des réponses. On n'a pas tout fait, il y a encore des choses à améliorer. Nous sommes les seuls aujourd'hui à apporter des réponses concrètes. Donc je leur demande de nous faire confiance, de continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé ce magazine d'information politique Afro-Mondial. Tout en remerciant toute l'équipe de notre chaîne de télévision, je tiens tout simplement à vous demander de rester scotché pour savoir quand est-ce qu'aura lieu la diffusion de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde. Une interview exclusive que nous accordera à travers cette émission On ne peut pas plaire à tout le monde, le président du COJEP, M. Charles Bligoudi. Au revoir.